Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est notre petit rendez-vous quotidien de la semaine. Et comme d'habitude, avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui ont liké, qui ont commenté, qui ont partagé, qui se sont abonnés. C'est un truc de dingue. Depuis la semaine dernière, le nombre d'abonnements n'a cessé d'augmenter, le nombre de commentaires, vos questions, vos soutiens, tout ça, ça fait hyper plaisir. Franchement, je vous remercie énormément. Et je voulais vous dire, ne vous inquiétez pas, la vidéo des FAQ est en préparation, j'ai eu plusieurs questions de poser, donc j'y répondrai expressément dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, dans notre petit épisode, on va découvrir un serpent qui a donné lieu à pas mal de légendes, qui est également vénéré dans les contrées où il vit, et vous allez voir que même si les légendes ne sont pas vraies, c'est un serpent à ne vraiment pas prendre à la légère. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Deinochistrodon acutus. Comme d'hab, vous inquiétez pas, je vais m'aider de mon petit script pour faire cette vidéo parce qu'il y a pas mal d'infos qui sont hyper intéressantes vis-à-vis de cette espèce. Et vous allez voir que même si les légendes ne sont pas vraies, ça reste un serpent qui n'est pas à prendre à la légère. Alors, Deinochistrodon est un genre qui a été décrit par Gloyd en 1979 et l'espèce Deinochistrodon acutus a été décrit par Günther en 1888. Il y a des personnes qui m'ont demandé pourquoi est-ce que des fois la description de l'espèce était antérieure à la description de genre. Et bien tout simplement parce que les scientifiques ont pour habitude, une fois une nouvelle espèce décrite, d'attendre quelques années, voir si d'autres spécimens du monde vivant peuvent correspondre via des ressemblances morphologiques, biologiques et physiologiques à cette même espèce. Et s'il n'y en a pas, eh ben, le genre est décrit quelques années plus tard, et du coup, on est face à un genre qu'on appelle monospécifique. Et ben, Deinochistrodon est un genre monospécifique dans lequel on ne retrouve que l'espèce Deinochistrodon acutus. C'était la petite info phylogénétique du jour. Et je vais pas vous casser la tête trop longtemps avec ça parce que c'est assez complexe et assez lourd à emmagasiner, donc on passe à la suite. Ce serpent fait partie de la grande famille des vipéridés et de la sous-famille des crotalinés. Alors comment est-ce qu'on différencie ainsi vipérinés de crotalinés? Petit rappel, les crotalinés possèdent des fossettes thermosensibles et les vipérinés n'en ont pas. Donc là vous voyez bien que Deinochistrodon acutus possède des fossettes thermosensibles. Après, que ce soit vipériné ou crotaliné, ce sont toutes des espèces venimeuses avec des crochets rétractables situés à l'avant de la gueule et reliés à une poche à venin. Et premier fait étonnant que j'ai trouvé à propos de ce serpent, c'est qu'il a énormément de surnoms. Et on l'appelle vipère au nez pointu, vipère tuba, vipère sans pas, mocassin chinois, tête de cuivre chinoise, serpent 5 pas, vipère sans pas, vipère à long nez, la vipère pointue, vipère au nez pointu et vipère sans pas. Alors, je vais surtout m'arrêter sur le vipère sans pas, puisque c'est le titre de cette vidéo, et je vais tout de suite démystifier la chose. Vous allez voir que ce n'est absolument pas vrai. Par contre, il faut savoir que historiquement, ce serpent a eu un impact sur les GI américains durant la guerre du Vietnam, parce que beaucoup de locaux leur parlaient d'un serpent qui pouvait tuer un homme en 100 pas, et du coup les GI avaient beaucoup de mal à s'introduire en forêt et dans les rizières, de peur d'être mordus par ce serpent et littéralement de mourir en 100 pas. Bon, évidemment, c'est exagéré, ce n'est pas vrai, mais vous verrez quand même que ce serpent a un venin qui est assez efficace. Alors, contrairement à quasiment toutes les espèces que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, ce serpent n'a pas une aire de répartition énorme. Effectivement, on va pouvoir le retrouver dans le sud de la Chine, à Taïwan, au nord du Vietnam et potentiellement au Laos. Je dis potentiellement parce que ce serpent n'a pas été clairement décrit comme vivant au Laos. Donc, c'est en suspens. Au niveau de son biotope, eh bien, ce serpent aime bien vivre en montagne ou sur les pentes montagneuses. Effectivement, on va pouvoir le retrouver jusqu'à 1350 mètres d'altitude. C'est quand même assez élevé quand on sait que ce sont des animaux ectothermes, donc qui vont réguler la température de leur corps par rapport à leur environnement. Mais généralement, dans ces contrées-là, on est quand même sur des températures qui leur permettent de pouvoir vivre tranquillement à 1350 mètres d'altitude. On peut aussi le retrouver dans les basses terres au niveau des zones côtières. Par contre, il y a plusieurs choses qui sont récurrentes au niveau de son biotope. C'est que c'est un serpent qui préfère vivre sur les milieux, dans les milieux pentus, boisés, arborés et à proximité de points d'eau. Au niveau de la description physique de cet animal, on est là sur un serpent qui a un corps trapu, une tête bien démarquée du corps, une écaille rostrale en pointe qui peut faire penser à Vipera amodite, et qui possède aussi une écaille cornée sur le bout de la queue. Alors le rôle de cette écaille cornée,
Je ne l'ai pas trouvé, mais je suspecte fortement que ce soit un petit peu un moyen de défense à la manière des cobras qui ont une écaille en forme de pointe au bout de la queue et qui n'hésitent pas à piquer leurs prédateurs pour les déstabiliser et que ceux-ci les lâchent. Au niveau coloration, on est sur des serpents qui vont avoir des couleurs quand même assez pétantes, juvéniles, allant du beige clair au brun avec des écailles ventrales jaunes et des losanges qui se rejoignent sur le dos avec des taches noires qui passent de chaque côté des écailles ventrales. Par contre, ces couleurs vont s'assombrir en grandissant pour tourner un petit peu plus vers le jaune foncé et le marron, et ça leur permettra de se camoufler beaucoup plus efficacement dans leur biotope. Au niveau du comportement, on est sur des serpents quasiment exclusivement terrestres, nocturnes. Au niveau du comportement alimentaire, là on est sur un chasseur embusqué qui va attendre que sa proie passe à portée pour frapper, inoculer son venin et manger. Alors, qu'est-ce qu'ils vont manger? Des petits mammifères, des petits lézards, des petits oiseaux et des petits amphibiens. Ils ont un régime alimentaire assez varié et ça s'explique notamment par le fait que dans leur biotope, les proies ne sont pas en surabondance. Effectivement, en milieu montagneux, on n'a pas autant de proies qu'en milieu forestier par exemple. Donc ils se sont adaptés et ils mangent un petit peu ce qui va passer à leur portée. Et au niveau reproduction, comme pour tous les serpents, la reproduction est régie par les saisons. Donc dans les contrées où on va pouvoir rencontrer cet animal, vous avez une saison sèche et une saison humide. À la sortie de la saison sèche, les serpents vont se mettre en quête de nourriture. Donc les femelles vont s'engraisser un petit peu plus que les mâles. Les mâles vont manger pour reprendre une activité normale, mais sans plus, et ensuite vont se mettre à la recherche des femelles. Une fois que le mâle trouve la femelle, il y a un lock qui peut durer plusieurs heures, et ça en a étonné certains. Mais oui, un lock chez les serpents, c'est très long, c'est pas comme chez nous. Et ensuite, le mâle va se barrer. Et là, on est sur une des rares espèces de crotalinés, voire même de vipéridés, qui pondent des œufs. Effectivement, les vipéridés, en général, sont des serpents vivipares ou ovovivipares. Donc, la différence, vivipares, ils vont donner naissance à des petits tout formés, un petit peu à la manière des mammifères. Et ovovivipares, la femelle va incuber les œufs à l'intérieur de son corps et ceux-ci vont éclore à l'intérieur de son corps. Et là, on est sur des animaux qui pondent des œufs, qui vont les couver, et au bout de 2 mois, les petits vont pointer le bout de leur nez et commencer leur petit bout de chemin. Alors, de ce que j'ai pu avoir comme retour via mes amis terrarios qui ont côtoyé des Denakistrodon acutus, les petits vont rester avec la femelle jusqu'à la première mue, et une fois la première mue passée, ils vont se mettre en quête de proie. Les petits ont un régime alimentaire un petit peu différent de celui des adultes, parce que eux vont être aussi capables de se nourrir d'invertébrés. Après, en grandissant, le régime va se calquer sur celui des adultes, et voilà. On en vient maintenant à la partie qui m'intéresse le plus, à savoir le venin de cette espèce. Alors, comme je vous le disais dans le titre de la vidéo et tout à l'heure, ce serpent est communément appelé par les locaux serpent sans pas, dû au fait que chez eux il y a une croyance, c'est-à-dire que si vous êtes mordu par ce serpent, il ne vous reste que 100 pas à faire avant de mourir. Et ça s'explique par plusieurs choses. La première, c'est la rapidité d'action du venin. Effectivement, ce serpent a un venin dit hémotoxique. Donc, un venin hémotoxique, c'est un venin qui va avoir un impact sur votre système sanguin en provoquant des hémorragies ou un dysfonctionnement de la coagulation du sang. Et ce venin a une action assez rapide, puisque dans les symptômes d'une envenimation, on constate généralement des saignements qui apparaissent quasiment instantanément et des problèmes de coagulation du sang. Vous avez aussi une douleur très vive au niveau du site de la morsure, des œdèmes, des cloques, des nécroses, et ensuite vous avez des symptômes systémiques qui apparaissent, à savoir une chute de la tension artérielle qui va provoquer un dysfonctionnement cardiaque. Et pour moi, cette rapidité d'action du venin, elle s'explique par le fait que dans son biotope, ce serpent va avoir beaucoup moins de proies à disposition que dans un milieu forestier ou en plaine. Donc il a eu tout intérêt à développer un venin qui agit rapidement sur l'organisme pour la mise à mort des proies, pour, on va dire, maximiser ses chances d'avoir un repas et pouvoir continuer à vivre tranquillement. Alors, je vais casser le mythe, ce serpent, en tout cas son venin, ne vous tuera pas en 100 pas, mais il représente un réel danger, puisque des études ont été faites. Alors, la première chose, c'est que ce serpent a une capacité de rendement de venin assez élevée, à savoir 214 mg de venin sec. Donc pour un animal qui fait 1 mètre taille adulte, c'est quand même assez énorme. Et en plus de ça, il a une DL50 qui est quand même assez élevée.
Alors, la DL50, pour rappel, hein, c'est l'étude des substances toxiques pour pouvoir les classifier par échelle de dangerosité. Donc, ce serpent a une DL50 de 0,04 mg de venin par kilo en inoculation en intraveineuse. Ça veut dire que si ce serpent mord un animal d'1 kg et inocule ce venin directement dans les veines, seulement 0,04 mg de venin seront nécessaires pour tuer l'animal. C'est énorme. Pour rappel, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le taipan du désert, donc le serpent réputé comme étant le serpent terrestre le plus venimeux du monde, a une DL50 de 0,025 mg par kilo. Donc on a des chiffres qui sont quand même assez rapprochés. Alors, même si le venin de ce serpent est hyper dangereux, heureusement, grâce aux scientifiques et aux chercheurs, aujourd'hui, il y a un sérum antivenimeux qui a été développé et qui est très efficace. Il y a une très bonne réponse au sérum antivenimeux. Mais néanmoins, si jamais vous croisez cet animal lors d'un de vos voyages, je vous recommande fortement de garder vos distances. J'ai pu discuter avec des terrarios, comme je vous disais, qui en ont approché. Et ce serpent a une frappe qui est quand même assez longue et c'est assez surprenant à voir. Il y en a même qui m'ont dit qu'il était capable de frapper jusqu'à 1 mètre de son point de départ. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si l'animal va littéralement sauter quand je vais m'approcher de lui. Par contre, par mesure de précaution par rapport à ce qui m'a été dit, personnellement, je préférerais garder mes distances. Mais vous voyez, même si cet animal a un venin qui est considéré comme dangereux pour l'être humain, eh ben, il est aussi en capacité de sauver des vies. Il y a des études qui ont été faites sur certaines parties de ce venin, et il y en a une notamment qui m'a beaucoup intéressé, c'est une étude sur l'impact cellulaire que va avoir ce venin. Et en fait, on a découvert que ce venin était capable de provoquer la mort des cellules cancéreuses. Donc, on est en bonne voie avec ce venin pour pouvoir développer un traitement efficace contre le cancer. Et c'est là que je trouve que c'est formidable. On est parti d'une substance qui va potentiellement pouvoir nous tuer et on va la transformer de telle manière à ce qu'elle puisse sauver des vies chaque année. Ça, je trouve ça merveilleux. Pour rappel, je vous avais dit que Daboya Rosselli avait un venin qui a été également utilisé en médecine parce qu'il possédait des protéines qui, associées à des marqueurs, étaient capables de détecter des maladies comme le lupus par exemple. Et bien là, on part sur une étude qui va potentiellement, si elle porte ses fruits, pouvoir donner accès à un remède contre le cancer. Et ça, je trouve ça formidable. Et j'ai eu accès à des écrits en médecine chinoise, et là, je remercie ma belle-sœur. Merci Doudou, parce que franchement, j'ai appris des trucs vraiment pas mal intéressants sur l'usage des serpents en médecine chinoise. Et j'ai découvert que, d'après leurs écrits, Denakistrodon acutus était utilisé depuis des millénaires de plusieurs manières. La première chose que j'ai découvert, c'est que ce venin était déjà extrait il y a des millénaires et servait déjà de sérum antivenimeux pour traiter les envenimations de serpents il y a déjà belle lurette. Donc potentiellement, ces praticiens en médecine chinoise avaient déjà découvert un sérum antivenimeux. Bon, il n'y a aucune trace officielle qui y fait référence, mais je laisse quand même la place au doute. Ensuite, j'ai pu lire aussi que les praticiens en médecine chinoise, alors je parle de ça il y a des millénaires, utilisaient plusieurs parties du serpent pour traiter alors ce qu'ils appellent la maladie du vent. J'ai eu beau chercher sur internet, j'ai pas trouvé de définition à cette maladie. Par contre, j'ai découvert que en médecine chinoise, le vent était considéré comme porteur potentiel de maladie. Donc je pense qu'ils utilisaient certaines parties du corps en fonction des symptômes pour pouvoir justement traiter ces maladies qu'avait contracté le patient. Et ensuite, et là c'est vraiment phénoménal, j'y ai lu que Denakistrodon acutus est actuellement utilisé chez les patients souffrant d'arthrite, de lèpre, de tétanos, de furoncle et de tumeurs. Donc ils utilisent plusieurs parties de l'animal pour traiter ces maladies-là. C'est quand même assez phénoménal de voir que des traitements sont mis en place grâce à cet animal et que ces traitements sauvent des vies. Pour rappel, je vous ai dit que ce serpent était un animal qui pouvait tuer un homme sans aucun problème. Et bien en fait, utilisé correctement, le venin et les parties du corps de ce serpent sont capables de sauver des vies chaque année. Alors, il y a certaines personnes que ça pourrait offenser, voire offusquer, d'apprendre que des parties de corps d'un animal dépecé sont utilisées pour mettre en place des remèdes. À ça, je répondrai deux choses. La première, c'est que la médecine traditionnelle chinoise, c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires et qui est ancré dans la culture, d'accord? Et ce qui est exceptionnel, c'est que ces médecins, enfin ces praticiens en médecine chinoise,
on réussit déjà à mettre au point des remèdes il y a plusieurs milliers d'années qui aujourd'hui sont ancrés dans beaucoup de cultures. Ok. Donc déjà, il y a ce point-là qu'il fallait éclaircir. Deuxième chose que je vais dire à ces personnes, c'est que la recherche et les avancées dans la recherche se sont souvent faites grâce à de la casse. Je vais vous prendre un exemple, Marie Curie, qui, grâce à sa découverte pour traiter le cancer, s'est retrouvée irradiée et en est morte. Donc vous voyez, il y a eu de la casse, par contre elle a fait une avancée phénoménale dans la recherche, et grâce à elle aujourd'hui, et les recherches qu'elle a lancées, il y a des vies qui sont sauvées tous les jours. Donc si ça vous offense que des animaux soient tués, soient dépecés et qu'on les utilise dans des remèdes, je peux le comprendre, mais dites-vous bien que ces animaux, enfin que par exemple un animal va sauver, je sais pas moi, peut-être une cinquantaine de vies et va permettre à des gens de pouvoir continuer à vivre normalement. Donc oui, c'est horrible parce que on tue et on se sert d'animaux pour la médecine. Par contre, derrière, on sauve quand même des vies et je me dis que dans ces vies-là, il y a probablement des enfants, il y a probablement des femmes enceintes, il y a probablement des personnes âgées, il y a des gens qui méritent encore de vivre. Donc voilà, après c'est plus philosophique, le droit de vivre ou pas, ça chacun son avis là-dessus. Mais voilà, je voulais juste éclaircir ces deux points parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'offensent sur des sujets comme ça et j'ai pas envie que la chaîne soit une chaîne à polémique, d'accord? Je veux juste vous donner des infos sur des espèces et je trouve formidable qu'une espèce qui possède un venin qui est capable de tuer un être humain sans problème, en fait, sauve des vies tous les jours grâce à son venin ou à des parties de son corps. Donc voilà, c'était le petit point essentiel que je voulais faire là-dessus. Et voilà les amis, donc aujourd'hui vous saurez que si on vous parle de serpents sans pas, ça n'existe pas. Vous saurez qu'on vous parle de Deynachistrodon acutus et que bien que ce soit un serpent qui possède un venin qui ait un potentiel létal quand même assez élevé, ce serpent sauve des vies et sera peut-être même capable de donner naissance à un remède contre le cancer grâce à son venin. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo, à en parler autour de vous. Je remercie encore toutes les personnes qui s'abonnent, qui like, qui partagent, qui commentent. Franchement, ça fait super plaisir. Et aux autres, je vous dis, si jamais les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez des suggestions, des recommandations, pareil, commentaire, l'espace commentaire, il est là pour ça. Moi, je pars du principe que YouTube, c'est aussi fait pour échanger. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie. La semaine prochaine, on fera la petite vidéo FAQ et je répondrai aux questions qui m'ont été posées. On est quasiment à 600 abonnés. Franchement, merci, ça fait hyper plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de semaine ou un bon début de semaine. Ça dépendra de quand la vidéo sera uploadée. Et je vous dis à très vite dans le monde fascinant des serpents pour faire de nouvelles découvertes. Ciao, à plus.